vais laisser la main à Olivier, hein, qui va animer le débat, qui va présenter les différents participants. Et Julien, voilà, je te laisse la main pour pas perdre plus de temps. Merci Philippe. Selon la formule consacrée, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour l'animation de ces 45 ans de l'AFA. On est là pour le titre Génération Écovalent. On va expliquer un peu ce que ça veut dire dans l'instant. Faire face à l'urgence environnementale et créer de la valeur responsable. Je remercie Philippe Ramis, qui est un ami de très très longue date, puisqu'on était lycéens ensemble, de m'avoir demandé de venir animer cette table ronde. Avant qu'il me pose la question, je vais être très honnête avec vous, je ne savais pas. Je trouve que c'est vraiment dommage et ça va être un sujet certainement de développement de la communication de l'association. La FAV, donc, l'Association française d'analyse de la valeur, promouvoir les méthodes et les démarches d'analyse de la valeur, travailler selon deux axes, préciser d'abord le besoin avec le juste nécessaire à rechercher pour trouver là où les solutions qui vont consommer un minimum de ressources et avoir un coût minimum, alors en prenant en compte tout le cycle de vie du produit, c'est-à-dire non seulement sa conception, sa réflexion, mais son utilisation et ensuite son recyclage, sa détérioration, etc. etc. Donc, ça va bien plus loin qu'un coût instantané dont on peut parler la plupart du temps. Je dis des choses qui sont pour vous très évidentes, mais mettez-vous à la place de ceux qui nous écoutent et qui sont avec nous aujourd'hui, qui ne sont peut-être pas forcément des analystes de la valeur tels que vous. Mais il faut savoir qu'il y a une formule toute simple qui a été conçue, c'est la valeur est égale à la fonction sur le coût. Et quand on parle de coût, c'est tous les coûts, l'ensemble des coûts. Alors, 45 ans, bon anniversaire à la FAV, déjà, pour commencer, merci. 45 ans, c'est 50 plus que ma carrière professionnelle d'animateur radio. Et en 40 ans de métier, je n'ai jamais entendu parler de la FAV. Vous allez m'expliquer pourquoi tout à l'heure, hein, j'espère. Et il va falloir que ça change. 3 jours qui sont consacrés donc aux enjeux environnementaux qui nous attendent, identifier les problématiques, mettre en avant les initiatives qui ont déjà été engagées, débattre autour des outils, des démarches et des modes de gouvernance qui permettraient d'accompagner une transition inévitable. 5 demi-journées qui ont été riches en information, surtout en information. Mais pour connaître et pour pouvoir travailler, il faut être informé, il faut s'instruire sur les différentes problématiques pour pouvoir les envisager. Et vous avez une expertise qui est très, très, très haut placée dans votre domaine, mais il faut bien imaginer que le tout un chacun qui, je crois, il va falloir intégrer dans l'équation, n'est pas forcément, lui, à votre niveau et bien loin. Donc, un événement qui s'est déroulé à Paris, ici, mais également en région, puisque à Lyon, à Nancy et même à Rabat, au Maroc, il y a eu des intervenants durant ces 5 demi-journées. Autour de la table, il y a des personnes très impliquées dans l'analyse de la valeur et des personnes également qui font partie d'autres entités et que je vais présenter très succinctement. Au départ, je m'étais dit, je vais présenter tous les intervenants. En fait, il va falloir plus d'une heure et demie pour donner tous les titres des gens qui sont assis autour de cette table et en ligne. Donc, on ne va pas épiloguer là-dessus. Dans le désordre, et on va commencer par ceux qui ne sont pas là, Patrick Kenderf, qui est à distance, qui est un représentant d'Airbus Industrie, qui connaît bien les méthodes d'analyse de la valeur et l'ingénierie système. Patrick Kenderf, il est dans le déploiement opérationnel de l'énergie de la valeur et de la conception à coût d'objectifs sur les programmes avions. Il est expert et coach opérationnel et formateur, et il a une certification européenne en management de la valeur. Donc, c'est lui qui va déjà tout à l'heure commencer à présenter quelques slides pour annoncer les différentes méthodes. Donc, on en parlera avec lui tout à l'heure. À distance également, un représentant de l'AFIS, Marc Benet, qui est senior manager chez News Partners Service, qui fait de conseil d'entreprise pour viser l'excellence pour l'industrie en Europe. Marc Benet, on lui donnera la parole tout à l'heure. Présent pour l'AFIS également, Claude Pourcel, qui a été 25 ans dans l'industrie, mais lui, il est en présentiel ici à Paris, 20 ans en activité de conseil, formation et recherche dans le génie industriel, et ça fait déjà depuis 15 ans qu'il est membre de l'AFIS, spécialisé, lui, dans les soins, et il a une grande passion pour le développement durable et responsable, donc il est vraiment complètement dans le sujet. Jean-Pierre Grandet, qui est membre de l'AFIS, alors lui, depuis 30 ans,
membre de la FAB, pardon, depuis 30 ans. Pardon pour le plus, ça risque d'arriver une deuxième fois. Hein. Vous pouvez, bien sûr, utiliser la Marie. Je ne savais pas, on va cacher ça, Marc. Donc, depuis 30 ans, membre de la FAB, référent formateur en Lean Six Sigma. Alors, pour moi, c'était du chinois ou du japonais. Pour vous, c'est votre quotidien. Et il va falloir voilà, me donner deux, trois petites explications là-dessus, mais très rapidement. Qui a écrit, coécrit deux livres. Un qui va sortir fin novembre sur le management de la valeur, visionnaire et agile. Ça aussi, c'est des choses à expliquer. Et qui a écrit un autre livre qui s'appelle Management par la valeur, Lean Six Sigma. Je me trompe, Jean-Pierre? Non, c'est bien. Christophe Gobin, qui fait partie, qui représente les élus et les territoires. Il est analyste, il est chercheur, ingénieur des travaux publics, diplômé de la haute construction en charpente métallique, docteur d'État en économie, élève de René Passé sur l'économie du vivant. Il travaille sur la construction, les missions techniques sur la société, etc. etc. Et c'est un ancien président de la FAV, donc lui aussi a une grande légitimité. Et il est issu du groupe Vinci également, où il a travaillé pour la recherche et le développement de nouvelles manières de construire. Ça, c'est très intéressant pour les sujets qui nous concernent. Germain Courenton, président, directeur général associé de Naldeo Group. On l'a entendu cet après-midi, donc je ne vais pas représenter tout ce qu'il fait, mais en gros, il travaille sur les enjeux du climat pour les territoires et les industriels au sein d'Naldeo Group. Vous me dites si je me trompe. Il travaille sur les fondamentaux du développement, sur l'innovation, le capital humain et la stratégie commerciale au service du développement durable. Donc, il apportera, lui, son expertise du point de vue de l'entreprise dans notre table ronde ce soir. Et donc, c'est très précieux également. Soit avec nous. J'ai oublié personne. Claude Pourcel. Ah si, ça y est, c'est fait. Et donc, on aura, pour conclure cette table ronde et pour donner le mot à la fin, Philippe Ramis, le président de la FAB, bien sûr, qui viendra nous donner les prochains rendez-vous, peut-être, pourquoi pas, je dirais pour les 50 ans de la FAB, peut-être. Peut-être avant, pourquoi pas, ce serait bien. Très, très bien. Concrètement, moi j'ai envie de commencer par une chose très simple, le titre, génération éco-valeur. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, messieurs, de s'inclure dans une génération éco-valeur? Parce que moi, c'est la question que je me pose. Qui veut répondre? Qui veut prendre la parole? Vous avez une question idiote? C'est quoi, pour vous, faire partie de la génération éco-valeur? Bon. Alors, est-ce qu'on la repose à la fin? On la repose à la fin, quand on aura commencé à parler? D'accord. C'est éco qui est ambigu. Oui. C'est-à-dire, l'ambiguïté se trouve à quel endroit, Claude? Économie, écologie. Je dois en trouver d'autres. Alors. Non, mais je suppose que ceux qui l'ont dit savent mieux que moi. Pour être éco-valeur, est-ce qu'il faut faire autre chose que ce qui s'est fait jusqu'à maintenant, agir différemment, continuer dans la démarche qui est en route, ou est-ce qu'il faut modifier des choses pour avancer différemment? Non. Bon, moi, je me lance. Oh. Je ne sais pas si vous m'entendez. C'est cette espèce de rite à vouloir désigner quelque chose de nouveau, alors que c'est une remise en cause de ce qu'on a fait jusqu'à présent dans une perspective élargie, mais pas forcément dans une perspective concomitante à ce qu'on a déjà fait. Ah, mais c'est une explication, ça c'est très bien. Oui, c'est pour ça qu'éco-valeur, ouais, bon, mais pourquoi les valeurs avant n'avaient pas éco? C'est par défaut, c'est pas... Excusez-moi, c'est le titre. Non, mais je veux dire, le mal qu'on a à expliquer justement le pourquoi de cette désignation, et j'étais surpris que pendant toutes les 5 demi-journées, le mot résilience n'a pas été prononcé. Et pourtant, Dieu sait s'il y a un certain nombre de gens qui se posent la question de la résilience. Je pense qu'il y a aussi un petit peu à côté de votre. Pas de réaction autour de la table. Mais il a suscité un certain nombre de débats, d'expériences, de retours, vision dans le rétroviseur, vision devant, et peut-être qu'à la fin, c'est-à-dire ce soir, on va peut-être mettre quelque chose de nouveau, savoir si on est en rupture ou si on est en continuité. D'accord. Ah, alors, tu me dis parce que je ne vois pas, effectivement.
Marc Bennett veut intervenir, il est à distance. Bonjour Marc. Oui, oui, bonjour à tous. Alors, j'entendais que l'un des intervenants disait que la résilience avait peu été évoquée, donc je suis désolé, je n'ai pas pu participer à l'ensemble des ateliers. Ce que je peux vous dire, c'est que d'expérience et de pratique, notamment bah, sur Toulouse, vous devez vous douter des, voilà, des domaines dans lesquels on peut intervenir. La résilience, on en a entendu beaucoup parler depuis la crise du Covid. Et c'est devenu un élément déterminant dans la prise de décision, ou en tout cas dans les critères d'évaluation. Et quand je dis évaluation, ça tombe vraiment dans le terme et dans le thème de ces 3 jours, l'évaluation des alternatives. Je rejoins, alors je suis désolé, je ne vous connais pas tous, mais je ne peux que souscrire à ce qui vient d'être dit. La résilience, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui préoccupe les décideurs. Et là où on se trouve en difficulté, et c'est là où, d'un point de vue, on va dire, du point de vue qui, moi, me concerne plus, c'est l'ingénierie système. Eh bien, une fois qu'on a dit, alors, quelles sont les alternatives les plus résilientes? Alors là, c'est là que ça commence à se corser. Ça veut dire quoi, résilient? C'est l'analyse de risque classique, ou est-ce que c'est plus que ça? Et c'est là où, aujourd'hui, je vous l'avoue humblement, je me retrouve parfois un peu à court de ressources. Voilà. Et c'est là où je pense qu'il y a un exercice Allez, t'es encore à exerçant, mois de intéressant, match hein, qui encore sera à à faire. Paris un petit moment, tiens ou pas toi? Alors attendez, excusez-moi, je crois que Marc, Match, mais je crois que Patrice, éventuellement. Patrice, Patrice, je crois que t'es pas en mute. faites attention à votre micro, Patrice, parce qu'on vous entend. Ah, je pense que c'est pas moi qui Ah, bah, donne c'est pas l'écho. toi alors. Non, Bon, en alors, tout cas, j'avais fini. Voilà, c'était juste pour d'accord, rebondir sur la résilience. Sur la résilience. d'accord. Alors moi, j'ai un petit commentaire aussi à faire sur le titre. Vous m'entendez bien? Oui, en tout Parfait. cas, moi, oui. D'accord. Alors bonsoir à tous. Par rapport au titre du séminaire, hein, et de l'anniversaire de la FAV, le mot valeur, c'est vrai que c'est un mot qui déjà agrège toutes les dimensions, puisqu'on va chercher à maximiser la valeur en fonction de différentes contraintes. Mais bon, là, on a voulu souligner une contrainte qui s'impose de façon prépondérante, l'urgence environnementale et climatique. Et d'un point de vue de l'architecture des méthodes pour supporter la prise en compte de cette dimension supplémentaire et prioritaire, je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire, hein. On peut avoir tendance à la rajouter comme une contrainte supplémentaire au même titre que l'optimisation économique, la profitabilité des projets, la performance du produit, ou alors considérer que pousser les systèmes aux limites planétaires nécessite le fait de gérer la durabilité, la soutenabilité comme quelque chose d'un petit peu particulier. Donc ça peut être aussi un axe de discussion ce soir. Absolument. Moi, je pense qu'il y a une chose qu'on peut faire aussi, Patrice, c'est lancer le petit diaporama que vous aviez prévu de présenter. Je pense que c'est le moment, comme ça va permettre un petit peu à tout le monde de se mettre dans le sujet. Je vais vous donner la parole, Patrice Kender, et tâchez de manière assez concise de nous présenter votre petit diaporama. Je crois que vous l'avez rendu suffisamment accessible à tous. Donc, on va regarder et vous écouter. D'accord. C'est bon, il est parti. Ça. D'accord. Donc il y a une animation derrière, donc je me demanderai. Voilà. Alors, donc ce qu'on constate, alors on va parler d'articulation des méthodes. On a ouvert, hein, la FAV a lancé des partenariats aussi avec la FIS, l'ingénierie système. Hein, l'approche méthodologique valeur, c'est une approche systémique. Mais ce qu'on veut mettre sur la table pour articuler la discussion, il y a 3 piliers. Hein,
il y en a plus, mais il y a 3 disciplines majeures qui sont très complémentaires, l'ingénierie système, l'ingénierie de la valeur et le management de projet. Et elles doivent s'articuler de façon harmonieuse pour être très efficaces. Voilà. Et donc l'idée ce serait de les mettre en synergie et de trouver leur complémentarité pour qu'elles fonctionnent, elles adressent bien le sujet. Alors, un exemple, une façon de raisonner pourrait être de dire que l'ingénierie système adresse beaucoup la description du système complexe et sa gestion. L'ingénierie de la valeur pourrait être la partie qui donne du sens et le management de projet pourrait adresser ce qu'on fait, comment on le fait et à quel moment. Voilà. Et derrière, on cherche tous à être plus agile, à gérer la complexité, à distinguer stratégie de tactique, donner du sens et faire du travail collaboratif. Donc voilà, donc ce sont un petit peu les bases des choses à agréger au niveau méthodologie. Alors, pourquoi il faut encore cliquer. Aujourd'hui, pourquoi on ressent une dynamique au niveau de l'utilisation de ces méthodes et le besoin aussi d'aller plus loin sur l'application de ces méthodes. On a été beaucoup restés et on les a beaucoup utilisés. Ce ne sont pas des méthodes nouvelles. 45 ans, c'est un âge respectable. Et pour l'ingénierie système, on a aussi un bel historique. Mais on était beaucoup sur la performance technico-économique des systèmes produits qu'on voulait adresser. Mais aujourd'hui, sous la pression des enjeux sociétaux et environnementaux, eh bien, on a une extension aux limites planétaires, une extension à d'autres parties prenantes qu'il faut mettre dans la boucle pour adresser ces sujets qui ne concernent pas juste la performance de l'entreprise et les aspects business de l'entreprise. Il y a aussi une extension au domaine d'application. On n'est plus seulement sur le système, le produit et service, mais les organisations sont touchées. On a aussi un niveau de maturité qui permet vraiment de passer à un cran suivant. Et puis derrière, il faut les outiller. On veut vraiment modéliser des choses très complexes, notamment quand on veut les pousser aux limites planétaires. Et les systèmes d'information aujourd'hui permettent beaucoup de choses, mais il faut les adapter aux approches méthodologiques. Donc le moment est bien propice à vraiment redynamiser tout ça. Donc en termes de définition, mais Olivier, vous l'avez rappelé, la valeur, c'est un ratio à optimiser, donc qui va consister à optimiser, à satisfaire au mieux les attentes, mais on va comparer ça au coût pour les satisfaire, avec la notion aujourd'hui de coût étendue bien, au coût sociétal et environnemental qui vient naturellement se greffer là-dessus. Donc c'est vraiment un ratio à optimiser et il y a toute la logique méthodologique se déduit de cet aspect ratio. Donc ça, on ne va pas arriver à une seule valeur, mais l'outillage derrière peut viser à optimiser ce ratio. Donc on voit bien que la valeur va dépendre du point de vue des différentes parties prenantes et d'un point de vue systémique, pouvoir gérer ces différents points de vue pour prendre la bonne décision, c'est très structurant. On parle d'optimisation qui va consister à maximiser ce ratio valeur et évidemment ça va être un outil de recherche de compromis et d'aide à la décision pour des systèmes très complexes, on l'a vu au cours de toutes les présentations durant ces 3 jours. Alors sur l'approche systémique, Marc, tu interviendras, mais juste pour peut-être tu la présentes cette planche si tu veux. Oh, mais comme tu le souhaites, oui. Ou alors comme tu veux. Non, Après cette planche sur ça concerne un peu plus. Si ça vous va, Marc, on continue. Oui. J'entends pas bien. Ouais. Est-ce que Marc veut bien présenter Oui, volontiers. Et, bien, en fait, voilà, très, très succinctement, et je ne suis pas là et Claude non plus, pour rentrer trop dans les aspects doctes de l'approche, mais c'est très, on va dire, très simplement, le fait de savoir bien caractériser un problème. Et ça veut dire quoi, bien caractériser un problème? C'est arriver à prendre en compte l'ensemble à la fois des contributions ou en tout cas des parties qui sont à considérer, les intérêts de ces parties, les interactions entre ces intérêts,
viser à la fois des objectifs contraires, eh bien, c'est impossible. Et donc, il faut arriver à identifier et on va dire à lier ces différents ambitions, ces différentes attentes, ces différents objectifs, ces différentes exigences et l'ensemble de ces différentes contraintes. Et pour faire quoi? Pour prendre les bonnes décisions. Les bonnes décisions qui amènent à la bonne solution. Et prendre les bonnes décisions, je pense que c'est ce que vous avez largement évoqué à travers ces 3 jours. Prendre la bonne décision, ben, c'est arriver à prendre en compte l'ensemble de ces parties prenantes et ne plus s'arrêter à un petit nombre ou à ne plus prendre ces petits nombres ou en tout cas ces différentes parties prenantes, les uns puis les autres, mais de les prendre toutes en même temps au début en considération et avec les points de vue et des intérêts qui leur sont propres. C'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement complexe. Il y a beaucoup d'intrications entre ces différents périmètres. Et c'est ce que, on va dire, manipule l'ingénierie système depuis, et c'est le propos de l'ingénierie système que de manipuler cette complexité et la rendre intelligible pour arriver et pour conduire à bien prendre les bonnes décisions vis-à-vis des intérêts, vis-à-vis des critères de ces différentes parties prenantes. Et donc, c'est ce cheminement-là que l'ingénierie système vise à rendre efficace. Là où on commence à toucher, on va dire, l'intérêt de rapprocher l'ingénierie système à l'analyse de la valeur, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur la résilience. C'est que la caractérisation des critères, quand ce sont des critères, on va dire, qui sont manipulés traditionnellement par l'ingénierie système, il n'y a pas de souci. De la masse, du poids, du débit, du coût, pas de souci. La résilience, là, ça devient compliqué. La sustainabilité, là, ça devient compliqué. Et ça devient compliqué parce que c'est complexe, et puis en plus parce que c'est nouveau. Et puis parce que ce ne sont pas forcément des grandeurs qui sont, on va dire, sommables arithmétiquement. 1 plus 1 ne fait pas 2. Et c'est là où voilà, on a vu avec Patrice, avec Philippe, une source on va dire, d'enrichissement mutuel pour le rapprochement de ces 2 approches. D'accord. Je te repasse là. Oui, oui, oui. Alors, juste pour poser les bases de la mécanique un peu, hein, si on veut articuler les deux, on va décrire les solutions à trouver sous forme de système, qu'on appellera système d'intérêt, pour lesquels on va bien définir d'un côté les finalités, les attentes de toutes les parties prenantes. Et là, on verra on identifiera notamment avec l'analyse de la valeur et l'analyse fonctionnelle les fonctions d'usage et de service et d'autres dimensions valeurs, dont la soutenabilité, la durabilité. Donc ça, c'est une identification qu'on fait de notre côté. Et pour y répondre, on va développer une solution qui va être structurée, on reclique, qui va être structurée d'abord en système de systèmes, avec un découpage, et dans le découpage des solutions complexes, eh bien, il y a de la valeur derrière. On découpe, le découpage même est porteur de valeur, et la solution, elle, va se décrire à différents niveaux d'abstraction. On va la décrire de façon opérationnelle, on va identifier les fonctions techniques qui vont faire fonctionner la solution. On va architecturer ces fonctions techniques avec une logique, une logique architecturale, et ensuite on va allouer ces fonctions à des composants physiques. Donc tout ça, l'ingénierie système le décrit bien, et la définition de la solution va se faire au travers d'écritures d'exigences, de cahiers des charges qui décriront la solution. Et donc on pourra ainsi naviguer entre le pourquoi et le comment. Le pourquoi, c'est qu'est-ce qu'on vise, quels sont les objectifs et comment on les réalise au travers d'une solution. Et clic suivant, les différents paramètres que l'on a décrits dans la cascade des solutions et des exigences contribueront à apporter de la valeur
à ses finalités poursuivies et à ses dimensions valeurs. Et au travers de ça, on pourra, avec l'outillage adéquat, procéder à de l'évaluation, de la simulation en vue d'optimiser le système. Et on pourra également travailler sur la modélisation. Alors, pour travailler sur cette optimisation, il nous faut modéliser les choses et assurer leur traçabilité. Donc, on a un peu les mots-clés qui tournent autour de l'ingénierie système et de la valeur, et ça s'articule harmonieusement. Voilà. Et je passe la main à Jean-Pierre pour compléter un peu avec d'autres méthodes. Hein. Il y a aussi le lean et l'agilité qui s'interfacent avec le management par la valeur. Patrice, est-ce qu'on a la version compilée pour que tout n'arrive pas en bloc? Non. Non, mais c'est les deux planches que tu m'avais données, hein, c'est la version compilée, voilà. J'ai remis les deux planches que tu avais. Rien, je pense que ça devait monter progressivement. Donc, merci Patrice et merci Marc, hein, et Jean-Pierre Corré, donc vous prenez la parole pour la suite de la présentation. D'accord, je vais expliquer comment c'est arrivé. Si vous voulez, la base que l'on a en analyse de la valeur, comme on dit, c'est toujours très gênant, parce que la base, c'est l'analyse fonctionnelle, finalement. Et c'est raisonner en termes de besoins avant de parler de faire référence à des solutions. Et ça, je crois que c'est le point important dans l'analyse fonctionnelle. Bon, on a les petits dessins qu'on connaît bien, les milieux extérieurs, l'arbre fonctionnel, qui est un outil extrêmement riche. Et la base de l'analyse fonctionnelle, ça va nous permettre, dans un premier temps, d'aller un peu vers le haut, la grande flèche, voilà, à gauche, c'est le cahier des charges fonctionnelles, l'expression fonctionnelle du besoin. Il y a une norme sur laquelle tout le groupe AFAB a beaucoup travaillé récemment, quelque chose de très ambitieux, de très intéressant. Et le cahier des charges fonctionnelles va exprimer un certain nombre de critères de fonctionnement, c'est-à-dire des attentes en termes de niveau. Quel est le niveau de cette attente avec des fenêtres, hein. Quel est le niveau d'exigence sur ces attentes avec des flexibilités, c'est-à-dire c'est impératif ou pas. Ce qui est intéressant aussi à dire, c'est qu'on concerne au moins autant les organisations, des projets dans les organisations, que des projets concernant des produits industriels. Personnellement, très impliqué dans les hôpitaux, une grosse structure hospitalière en Suisse, 13 hôpitaux, une vision globale, c'est l'hôpital numérique. Il y a des hôpitaux en construction, il y en a en reconstruction, il y en a qui sont en évolution, et donc c'est aller vers l'hôpital numérique. Donc l'analyse fonctionnelle, c'est une démarche très positive. C'est pas négatif. On crée de la vision, c'est-à-dire on veut emmener les gens quelque part. Donc il faut le voir comme quelque chose de très positif. Je continue au-dessus. Analyse de la valeur. Analyse de la valeur. Bon, j'ai mis deux petits histogrammes, c'est un peu les basiques. C'est qu'est-ce qui est attendu par le client, par les clients, par les parties prenantes, qu'est-ce qui est attendu, c'est au-dessus. Et puis en dessous, c'est qu'est-ce qu'on engage actuellement comme ressources, au sens le plus général, et est-ce que les ressources sont en adéquation avec les attentes. Je me souviens d'espaces de jeu pour les enfants, où il y avait finalement des ressources impressionnantes qui étaient mises sur des normes, parce que sur les espaces de jeu, il y avait un aspect normatif qui est impressionnant, et par rapport, je dirais, aux parents, aux enfants, ça leur passait au-dessus. Par contre, au niveau des mairies qui achetaient ces objets-là, c'était très important, c'était le parfum. Voilà. Donc, recherche de solutions. À partir de ça, on va améliorer les solutions existantes, on va faire évoluer des solutions existantes. Si on est en conception pure, on passe à droite. On va faire la conception à objectif décidé, la conception à co-objectif déjà souvent. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire que les engagements de ressources soient à peu près le miroir des attentes en besoin. C'est-à-dire que des fois, on arrive à répondre à un besoin avec peu de ressources, ça arrive, hein, mais on va au moins vérifier s'il y a cette adéquation. Donc ça, c'est la conception à co-objectif. On est très orienté coût, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'était les années florissantes, les années 80, 90, on était très... Il y a une autre norme qui est arrivée, qui était très intéressante, c'était la conception objectif désigné. L'objectif, ça peut être autre chose, c'est le risque. Bon, il y a un papier qu'on a fait il n'y a pas très longtemps, qui est encore sur le site de l'association, c'était les risques dans une banque relativement à la mobilité, des personnes qui partaient, qui rentraient, qui étaient stagiaires et tout ça, les risques sur la mobilité. Ce n'est pas une question de ressources, ce n'est pas une question d'argent, une question de risque. Hein, ils avaient des clés, ils avaient des passes, ils avaient des droits, ainsi de suite. Donc ça, c'est la conception objectif ou objectif désigné. Et les objectifs peuvent être bien sûr dans tout le panel de ce qu'on a vu, très environnementaux et autres. Et les ressources ne sont pas uniquement financières. Voilà. Donc ça, c'est les grands points. Et derrière ça, bon, il y a deux à gauche et à droite, deux ouvrages sur lesquels on a travaillé récemment. Je dis on, hein, parce que le dernier, Agile, il y a 15 contributeurs, dont pas mal de membres de la FAF présents ici. Il y a des personnes extérieures, il y a beaucoup d'études de cas, et sur le Lean aussi. Donc, c'était se dire comment associer ces méthodes-là. Bon,
les gens du Lean, bon, je pratique relativement le Lean, c'est une trentaine de projets par an à Centrale Supélec avec des gens qui sont dans la finance et sur un parc de fonderie, hein, donc le panel est large, hein, si vous voulez, et sur ça, on est dans l'excellence opérationnelle, c'est-à-dire on est dans les projets, on a créé de la vision avec l'analyse de la valeur, l'analyse fonctionnelle, c'est comment on y va, de où on est aujourd'hui vers là. Et là, le Lean Six Sigma, c'est une mécanique qui est assez imparable, avec, moi je dis Six Sigma parce que bon, c'est moi qui fais la partie Six Sigma, donc statistique. Les statistiques, c'est une machine à poser des questions. C'est une machine à poser des questions. Quand sur on fait un modèle, on confronte le modèle à la réalité, et entre le modèle et la réalité, il y a un écart. On appelle ça le résidu. Et suivant la forme du résidu, l'analyse et les points du résidu, on se dit, le groupe de travail là, ils ne sont pas tous dit. Il y a encore des trous dans la raquette. Donc, celui qui connaît un peu les stats, il va se dire, bon, il faut que je les fasse un peu aller vers dans ce coin-là, parce que là, il y a des trous. Voilà. Ça, c'est Lean Six Sigma. Les approches agiles, c'est pareil, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Ça peut être aussi pénible. Hein. Dans le bouquin, bon, j'ai une collègue qui a fait la partie agile. Il y a un vocabulaire, on l'a mis parce qu'on ne peut pas en parler, mais les exemples sont beaucoup plus simples. Par contre, c'est très intéressant pour décliner et aligner stratégiquement des projets plus locaux vers une cible qui est demandée. Voilà, c'est ça. Et le management par la valeur, au-dessus, je dirais que c'est un peu l'intégration de l'ensemble de ces démarches-là, avec, on a vu les abacs colorés, on a fait un webinaire sur ça, plein d'autres outils. Je parle surtout des deux là. C'est l'ensemble, voilà, pour améliorer une intelligence collective, c'est une définition de la norme, la 1973, voilà, et définir un fonctionnement efficient et responsable. Et ça, c'est dans la norme, la 1973, voilà, pour les clients et les parties prenantes, les deux. Moi, je trouve que la définition est beaucoup de choses. Hein, voilà, et créer de la valeur. Voilà, ok. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Ça, c'était un peu les mots magiques. Oui. Alors, on a un intervenant, vous voulez ajouter quelque chose, monsieur? Simplement pour rajouter la dimension complémentaire au niveau de l'application de l'analyse fonctionnelle, c'est au niveau managérial, vision et stratégie, en les positionnant bien l'un par rapport à l'autre. D'accord. Par rapport à ce qu'on vient de voir comme présentation, est-ce qu'autour de la table, certains d'entre vous veulent apporter des précisions, veulent réagir, veulent donner leur avis, veulent participer un peu sur ce qui vient de se dire à l'instant? Monsieur, je peux dire à Jean-Pierre. Oui, à Jean-Pierre, puisque je l'ai retrouvé ici, c'est que ce qu'il vient de montrer sur ce transparent va servir tout de suite, enfin tout de suite, peut-être la semaine prochaine seulement, parce que dans l'ingénierie des systèmes durables et responsables, on a décidé de mettre une réflexion justement sur l'analyse de la valeur. Et tout ce que tu viens de présenter ici, et je vais me précipiter pour acheter les deux bouquins pour en savoir un peu. Il y en a déjà deux vendus. Ils sont sur le site de la FAS, non? Comment? Oui, mais est-ce qu'ils sont? Alors, ils sont disponibles à la FNAC. Le deuxième, à la fin du mois, à la FNAC. Dans tous les magasins, vous pouvez trouver des livres. Il n'y a pas les miens. Mais sinon, tu me renvoies une adresse. Non, mais t'inquiète pas. Vous me donnerez les noms, je vais les faire fermer. Non, ça ne marchera pas parce qu'ils sont en rupture de stock. Merci Claude. On accueille Olivier Bonneau, qu'on a entendu tout à l'heure, au tout début de l'après-midi, senior manager chez Algoé. Vous êtes spécialisé dans le domaine du transport. Olivier, vous vouliez réagir juste avant Claude? Oui, pardon. Forcément, je réagis sur les sujets que je manipule un peu plus au quotidien. Je trouvais ça vraiment important dans les tout premiers, enfin dans le début de la présentation, là, de rajouter la brique de management de projet dans le panel des outils à mettre en musique. Parce qu'effectivement, là, on a évoqué beaucoup le travail qui est énorme d'arriver à déjà bien calibrer là où on en est, là où on veut aller, et les solutions, là où les solutions pour y arriver, qui est un énorme sujet. Je pense qu'il y a un autre énorme sujet et qui est très important, c'est après comment on passe de la solution qu'on a validée à faire qu'on y arrive à cette solution, tout le chemin justement qu'on évoque. Et ça, c'est votre travail. Voilà, donc forcément, ça me fait réagir. Et sur l'intérêt, effectivement, on doit vraiment arriver à travailler, à mixer, à bien lier ces approches-là pour justement continuer dans la dynamique qui est créée au moment où on trouve quelque chose, pour la rendre concrète en fait dans le quotidien. C'était évoqué tout à l'heure dans la présentation de Léo sur
vous aviez dit, c'est en gros, tout ça, c'est des énormes sujets de transfo. Effectivement, en fait, il va y avoir sûrement des scénarios très disparates pour arriver à la solution. Est-ce qu'on va prendre des choix très forts, comme on disait tout à l'heure, est-ce qu'on coche, on enlève carrément des parties de l'activité, dont aussi des salariés qui vont être impactés pour retravailler différemment? Est-ce que finalement, on adapte sur un temps plus long, mais avec le fait d'accepter d'arriver plus tard à la solution? Enfin, tous ces sujets-là, ils vont très vite arriver et il va y avoir un gros enjeu derrière de prise de décision de quel scénario on retient. Et donc forcément, ce scénario, il faut le décrire, il faut le planifier, et puis après, il va falloir le piloter au quotidien. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu dans ce qu'on évoquait sur le fait que ça soit encore plus utilisé et plus partagé, ces méthodes-là. Je pense qu'il faut qu'on arrive vraiment à complètement imbriquer ça avec des choix opérationnels derrière ou de stratégie pour que les gens, au-delà du travail initial, continuent à l'utiliser au quotidien et à se rappeler que c'est ça la référence qu'on a gardée et que c'est là qu'on veut aller. Mmh. J'ai un petit commentaire sur cet aspect-là. Il y a un mot qui a été prononcé, c'est le mot transformation. Moi, j'appartiens à une organisation qui vise à définir les nouvelles façons de travailler et avec la notion de déploiement de ces nouvelles façons de travailler. Il y a un aspect très humain derrière, hein, très culture, d'entreprise. Et donc, ce que je voulais dire pour le relier, par exemple, à l'approche systémique, les systèmes sont pensés, ce qu'on développe, c'est un système produit ou un service ou un nouveau service. Mais pour le développer, on a besoin de l'organisation projet qui va avec. Et l'ingénierie système appelle ça le end product, le système à produire, et puis l'enabling system, le système pour faire le produit, et qui accompagne la vie du produit tout le long du cycle de vie. Et alors, prendre en compte les deux au moment de la définition des produits, c'est fondamental. Hein. Ça va être fondamental. Et là, il y a vraiment des apports mutuels entre les méthodes à développer. Hein. Donc, voilà. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut encore rebondir sur ce qui vient de se dire à l'instant? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter éventuellement? On n'a pas trop de temps. Je sais qu'il a beaucoup envie de parler. Moins que moi. Et surtout beaucoup de choses à dire. Non, c'est mon côté un petit peu particulier. Le management de projet, je pense qu'il vaudrait mieux l'appeler l'implémentation au sens latin du terme, implérer, faire que ça réussisse. Ça va dans le sens. Alors que management, on le réifie, on fait du management, sauf que le résultat n'est pas forcément garanti. Implérer aux racines latines de notre culture européenne. Et... Oui, quelqu'un, Patrice, vous voulez intervenir, Patrice? Non, c'était. Je crois que c'était Marc. c'est moi que vous avez entendu. Non, mais je vais rebondir aussi là sur ce qui vient d'être dit et sur les aspects de transformation. En fait, d'expérience, quand on essaie de faire travailler comme le requiert désormais l'ambition d'aller dans une même direction et qui n'est pas juste une direction de performance du produit, mais qui est dans une direction plus, on va dire, qui dépasse le produit. Ça nécessite justement de sécuriser un cadre commun de compréhension et de contribution. Alors, je vais essayer de m'expliquer de façon intelligible. Compréhension, quand on fait intervenir des populations au sein d'une même entreprise, hein, mais des populations qui viennent et qui ont des perspectives et des décisions à prendre sur des domaines complètement différents, mais qui vont toucher au même produit, leur faire comprendre que des décisions basées sur tel et tel critère vont aller dans le même sens que telle et telle autre décision basée sur tel et tel autre critère, parce que, in fine, quand on relie toutes ces décisions-là, eh bien, effectivement, ça va dans le sens souhaité, eh bien, ça nécessite des choses et des outils et une vraie transformation pour permettre cet alignement. Ce n'est pas que les gens soient de mauvaise volonté, c'est juste que le cadre, pour leur faire comprendre et pour les guider dans la prise de décision vers un objectif commun, il n'existe pas aujourd'hui.
Voilà. Et moi, j'insiste là-dessus, c'est que c'est vraiment un défaut de moyens. Un défaut de moyens de permettre de connecter toutes ces décisions-là et de connecter et de voir en quoi elles vont ou pas contribuer à aller dans la même direction. Et, euh, et c'est là où je pense que c'est ce que tu disais, Patrice, en introduction. On se trouve à un moment euh, en fait, de l'histoire entre la petite histoire, mais l'histoire du développement de produits, de services, où on a des moyens de gérer cette complexité. On a de plus en plus une capacité à faire en sorte de connecter toutes ces problématiques-là pour s'assurer que, en tout cas pour se doter de moyens d'avoir une boussole collective et sur lesquels tout le monde puisse venir connecter ses points de vue et ses décisions. Je ne sais pas si je suis très clair, hein, mais c'est en tout cas ce qu'on voit sur le terrain. C'est le message que je passe, c'est la volonté d'aller et la compréhension du fait qu'il y a une complexité à gérer, mais il y a des difficultés à poser un cadre qui permet de supporter cette motivation. Ok, merci Marc. Germain Bouranton qui est avec nous ici voulait réagir assez rapidement tout à l'heure. Oui, très, très brièvement, parce que vous avez laissé un grand blanc sur votre question du départ sur le terme valeur, éco-valeur, etc. C'est ça. Moi, j'use de mon aspect extérieur pour rebondir sur la remarque de monsieur qui dit, mais finalement, pourquoi à nouveau faire rebondir un sujet d'éco-valeur alors que tout est dans valeur? Moi, je suis extérieur, j'ai lu votre présentation. Bon anniversaire d'ailleurs. Et effectivement, quand vous définissez cette valeur, c'est votre monde, c'est pas le mien au quotidien. Et quand vous définissez cette valeur par au numérateur la satisfaction des besoins et des attentes, au dénominateur le coût pour les satisfaire, si je reviens sur le numérateur, la satisfaction des besoins et des attentes, certes, ça a bougé, ont changé, mais en fait, vous avez déjà tout. Quoi. Enfin, je veux dire, ça sert à rien de marketer ou de renommer les choses quand tout est déjà suffisamment clair. Toutefois, ce que je vois et qui a évolué, et qui est mon métier, notre métier, c'est qu'effectivement, dans la satisfaction et dans les besoins, dans les attentes, m'est venue une phrase quand vous citiez ça, qu'il n'y a pas d'entreprise qui gagne sur une planète qui perd. Et j'ai envie de dire que vous avez désolé de faire le marketeur de base, mais vous avez un peu votre marketing d'AFAV. C'est que votre mission, elle est déjà là, elle est de satisfaire les besoins et les attentes, mais cette satisfaction de mission ne peut se faire dans les entreprises si ça se fait quelque part au détriment d'une planète, d'un écosystème, terme qui ne veut pas dire grand-chose, que j'aime pas, mais d'une planète qui perd. Donc voilà, il n'y a pas d'entreprise qui gagne dans un monde qui perd. Appliquez ça à votre numérateur, pas besoin d'inventer une éco-valeur sur le sujet. Vous l'avez, elle y est. Par construction, elle est bien là. Bon, bah alors, au boulot, alors. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre en œuvre tout ça, parce que c'est vrai qu'on parle. Moi, je vous entends, je vous écoute, je suis un peu extérieur aussi. Je ne suis pas du tout expert dans le domaine, bien loin de là. Et je me dis, mais il y a des fois des évidences que vous évoquez, mais pourquoi on ne les met pas en œuvre? Qu'est-ce qui fait que ça ne se met pas en œuvre? Pourquoi ce n'est pas déjà parti? Qu'est-ce qu'on attend? Alors, je peux apporter un élément de réponse. On a vu que pousser tout système est très complexe et si on veut prendre en compte tous les points de vue, on complexifie encore. Donc, on a besoin d'avoir une clé d'accès pour simplifier les choses et prendre des bonnes décisions. Mais pour prendre ces bonnes décisions, il faut avoir rendu explicite et modéliser cette complexité. Et là encore, les méthodes vont aider, et notamment l'ingénierie système avec la partie modélisation. Il y a besoin de cette modélisation. Il y a besoin aussi d'un langage commun pour pouvoir mutualiser et circuler dans ces systèmes d'information complexes avec tous ces paramètres pour qu'on puisse cumuler les solutions, les comparer, appeler un chat du point de vue des différentes parties prenantes. Il y a de la standardisation à faire au niveau des ontologies, du sens qu'on donne aux mots qui modélisent des situations complexes. Donc là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de difficultés. Le principe est simple.
il est de bon sens. La mise en œuvre sur des systèmes très complexes nécessite, à mon avis, un outillage et des standards. En fait, Patrice vient d'expliquer de façon beaucoup plus claire ce que j'essayais de dire juste avant. Les moyens sont de plus en plus là. Et juste pour vous donner un exemple, hein, pour illustrer, les référentiels à travers lesquels... Je sais pas. Bon, les référentiels à travers lesquels sont prises des décisions au sein d'une même entreprise sont très différents. Et typiquement, plus l'entreprise est grande, plus il y a des définitions locales de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire valeur? Et c'est là où il y a une vraie harmonisation et une transformation à avoir pour faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens, en plus des moyens. Là, quand on parle d'analyse de la valeur, je pense que tout le monde est capable de répondre. Qu'est-ce que ça veut dire valeur, non? Eh bien, eh bien, pas forcément. Voilà, j'ai envie de répondre ça comme ça. Pas forcément. Il est présent avec nous aussi. Il a fait beaucoup d'analyses durant toutes ces journées. Il est référent de la FAB. Jémy, vous voulez intervenir? Vous m'avez dit que vous aviez quelque chose d'important à dire. Oui, c'était juste pour répondre à la question toute apparemment naïve mais fondamentale. Pourquoi des bons outils qui marchent, ils ne sont pas mis en action depuis 50 ans et plus? Mais tout simplement pour une raison humaine, c'est la frilosité, le conformisme, le traditionnalisme, la peur du changement des groupes humains, des décideurs, mais pas seulement les décideurs. Donc pourquoi on va changer quelque chose qui renvoie gentiment, même si ça ne satisfait pas trop? Il faut que le pays ne puisse plus marcher pour qu'on se pose la question. On voudrait du changement, mais on ne veut pas que ça change. Et, voilà. Et puis ça va rebeloter le système de pouvoir. C'est ça. Alors chez qui? Alors en quoi est-ce que l'analyse de la valeur peut justement apporter un changement? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que ça change justement? Est-ce que vous avez, vous, des possibilités, puisque vous avez quand même 45 ans de recul, vous avez certainement des outils. Qu'est-ce que l'analyse de la valeur peut apporter à ce changement? La gestion des parties prenantes, attentive et objective, et puis l'expression fonctionnelle des besoins. C'est vraiment des choses majeures. Oui. On parle beaucoup de résistance au changement. Et c'est vrai que nos collègues gestionnaires, ils ont des kilomètres de bouquins sur la résistance au changement. Je pense qu'avec l'analyse fonctionnelle, la vision, on peut avoir plutôt que la résistance, c'est une volonté de changement. Voilà, c'est un choix volontaire de changement pour aller vers quelque chose de plus ambitieux. Et c'est un peu ça. Et je prends l'exemple, on parle d'organisation industrielle, je reviendrai à nouveau sur la santé. On a une double gouvernance administrative et médicale. La question de la valeur n'est pas la même. Hein. La valeur perçue par l'un et par l'autre, c'est un peu différent. Il faut quand même accorder les gens pour dire qu'est-ce qu'on fait, quoi. Et les projets hospitaliers, ces reconstructions d'un hôpital, c'est des grosses affaires quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on fait une cible très loin, très ambitieuse. Et puis finalement, plus la cible est loin, plus elle est ambitieuse, plus les gens vont dans le consensus. Si on fait une cible dans 2 ans, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Tout le monde se dit, oui, mais moi, dans 2 ans, je suis là. Donc, faisons des cibles, c'est ce qu'on fait quand même dans certains domaines, assez loin, ambitieuses, en rupture. Et là, on aura plus d'envie de changement que de résistance. Germain, Jenny, juste un mot. Je rajoute. Un mot, oui, juste un mot. C'est que on a une conjonction des planètes actuellement. Oui. C'est que ce que disait Jean-Pierre est parfaitement exact. La vision de la valeur n'est pas la même chez le directeur d'hôpital, etc., etc. Mais aujourd'hui, nous avons pris conscience que nous sommes tous dans le même bateau qui s'appelle la Terre, et la vision de la valeur, elle devient commune. Tout le monde s'accorde à dire maintenant qu'il faut faire quelque chose. Et en commun. Et en commun. Le banquier, la grande entreprise, la petite PME. Et quand même, en plus de la mission de l'hôpital, qui est quand même de soigner les patients. Moi, si je vais à l'hôpital, j'ai envie d'être pris en charge dans quand même de bonnes conditions. Ouais, ça, c'est un autre problème. Hein. Oui. C'est quand même la problématique de base. C'est le produit. Germain Bouranton, vous voulez intervenir? Oui, je risque peut-être de vous. C'est pour vous relancer peut-être également, on va deux.
En fait, il s'est passé quand même depuis 45 ans probablement que la cupidité a fait passer cette logique d'une certaine ou d'un style de création de valeur qui se définirait à chaque fois parce que l'entreprise dit voilà quelle est ma mission, ou quel est mon projet. C'est quand même la cupidité et l'attente des marchés financiers qui a fait perdre la satisfaction des besoins et des attentes en disant que ça devait être la maximisation du profit et circuler, messieurs de la femme, il n'y a rien à voir. Je ne sais pas si je peux me permettre, je voudrais un peu vous choquer là-dessus. Donc, la fenêtre de tir, elle est positive et elle existe. Auprès de qui? Pas des boîtes ultra financiarisées qui, au numérateur, vont dire la satisfaction. Je m'en fous, c'est la maximisation de mon profit pour un coût pour le satisfaire qui est le moindre. Bref, ça s'appelle une co-définition de la rentabilité. En revanche, si je m'appelle une entreprise à mission. Ah oui, c'est quoi une entreprise à mission? Ah ben, elle est définie. Une entreprise à mission, on a la chance, dans un cadre européen, enfin dans un cadre français, avec la loi Pacte, de pouvoir définir ce qu'est une entreprise à mission. Que leurs entreprises puissent, et il y en a aujourd'hui plus de 2000, qui se définissent comme entreprises à mission. Qui, chacune pour sa mission, va dire, moi, hôpital, ma mission est de satisfaire 3 petits points, c'est pas à moi de le dire, c'est l'hôpital qui le dit. Aujourd'hui, vous avez des fonds d'investissement qui disent que leur mission, c'est subsidiairement d'assurer une rentabilité long terme, mais principalement 3 petits points, et chacun va mettre ces 3 petits points. Donc, est-ce qu'il y a une définition unique de la valeur? Non. Je crois qu'il appartient à chacun de dire quelle est d'abord sa mission, et ensuite, par voie de conséquence, de dire, de fait, quels sont les attributs de valeur que je veux aujourd'hui créer qui vont servir cette mission. Chez d'autres, chez certains, ça va être de la rentabilité, chez d'autres, ça va être de la qualité de service, de la continuité, de la résilience, 3 petits points. Mais il ne faut pas se mettre à la place des entreprises. C'est soit les actionnaires, soit et leurs parties prenantes, qui, en fonction des systèmes collaboratifs dans lesquels ils agissent. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que la nouveauté telle que je l'explique, telle que je la ressens dans votre association, dans la FAB en particulier, c'est que vous avez une fenêtre de tir qui est inédite. Je caricature pour faire un partenariat avec les sociétés à mission, ou les bicorps, ou ce que vous voulez, qui font l'effort de dire écoutons-nous, écoutons les parties prenantes, définissons clairement notre mission. À partir de là, on va dire quel est le type de valeur qu'on a envie de produire, et dès lors, on va s'attacher des services de professionnels pour nous aider à venir dans vos schémas qui sont extrêmement clairs et méthodologiques qui sont extrêmement clairs. C'est là où l'affaire peut s'introduire dans l'entreprise pour apporter une valeur ajoutée. Je ne crois pas que vous arriverez à changer tout le monde, mais ceux qui ont décidé qu'ils voulaient changer et s'assigner une mission et la satisfaire, et ensuite se dire mais par quoi on commence et comment, là je pense que vous êtes les opérateurs de ça juste après que la mission a été définie, me semble-t-il. Christophe Gobin. Moi, je vais dans votre sens et j'irai encore un peu plus loin. C'est qu'est-ce qui réunit les différentes missions, sinon l'appartenance à un territoire, pas au niveau d'enracinement, et au niveau qu'aucune entreprise ne peut raisonner son produit indépendamment du lieu où il va le produire, de là où elle situe sa production, comment elle conforte les gens qui y vivent aussi en dehors de leur vie. Et je pense que la notion de territoire, on a perdu ça en France. Mais pas le territoire enracinement. Et là, vous apportez une communauté territoriale. Et là, vous apportez un élément de réponse qui peut être apporté par certains, qui peut ne pas l'être également. Je pense que tout le monde est concerné par ça. Je ne sais plus si c'est le PGCD ou le PPCM, mais ce n'est pas certain. Alors, Christophe Gobin, vous parlez de territoire, vous êtes quand même un spécialiste. Vous avez coécrit avec Jenny Chaffaï, ici présent, un manifeste pour une gouvernance responsable territorialisée des projets que j'ai lu, moi qui m'a alarmé, qui m'a même fait peur. La réalité que vous citez terrorise. Si on a contribué à l'éco-anxiété, on n'a pas réussi notre coup. Non, mais l'idée tout simplement, c'est qu'il y a un vrai challenge et qui est commun à tout le monde. Et indépendamment des spécialisations, je pense qu'un projet, ça doit pouvoir se gérer aussi bien en pharmacie qu'en hospitalier, qu'en municipal, qu'en produit, qu'en service. Et c'est cette dimension complexe, mais qui est obligatoirement avec cette dimension territoriale, non pas au sens que c'est les bétonneurs à la con qui vont résoudre le problème, c'est tout simplement quels sont les impacts sur le territoire de ce que je veux avoir comme mission. Et en particulier, moi, je vois l'hôpital. L'hôpital, il n'y a peut-être pas eu assez de réflexion sur c'est quoi le territoire de l'hôpital en termes d'architecture, de lieux, etc.
Et c'est bien un problème de territorialisation, ce n'est pas un problème de service hospitalier. Et je pense qu'on peut multiplier les exemples. Et ce problème de retour au territoire, c'est ce qui fait notre vie commune, vivre ensemble. On vit ensemble pourquoi? On vit ensemble sur un territoire pour mutualiser les efforts communs, pour bénéficier d'un État satisfaisant. Parce que au début, dans les slides, il y avait marqué l'ingénierie système, c'est pour avoir la solution. Moi, je suis une des solutions. Ah ben, je pense que c'est une solution satisfaisante dans le cas des priorités qu'on a pris en compte. Il n'y a pas de solution définitive. Et je pense que pour aller dans ce sens, pour aller dans ce sens, c'est là où l'ingénierie système apporte des méthodes. L'ingénierie système est là aussi pour permettre la revisite. Les décisions sont prises dans des contextes donnés, avec des pondérations données, dans des contextes donnés, avec une traçabilité de ces décisions. Bon, eh bien, ces outils-là, ils doivent être aussi utiles dans les prises et le support de prise de décision qui vont au-delà de simples systèmes, pour être revisités en fonction des politiques, en fait. Là, je vous entends parler tous globalement d'entités, de nombreuses personnes, même si on tend à dire, Germain, que les entreprises qui s'intéressent de plus en plus à l'environnement et à l'impact environnemental vont être de plus en plus petites, c'est-à-dire en nombre de salariés, on tend vers la descente. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à l'individu? Ou est-ce que c'est pour progresser, est-ce que l'individu a un rôle ou est-ce que c'est uniquement toutes les grandes entités, non? Alors, c'est là, c'est juste. Allez, je finis et après j'arrête. Peut-être que je parle trop en fait. Le fait d'être à distance. Je suis désolé, mais juste, quand je parlais tout à l'heure de capture de la complexité et le fait d'arriver à capturer le poids que chacun va avoir dans son travail, dans le fait d'aller dans la bonne direction, dans la même direction. Eh bien, c'est cette quête de sens-là qui fait que, alors je ne sais plus qui disait, les gens, c'est la frilosité, ils n'ont pas envie de changer. Je pense que si on leur donne les moyens de se rendre compte que leurs décisions locales permettent d'aller dans une direction, ils seront ravis d'y aller. Il y a une quête de sens que moi je sens, et je pense qu'elle manque juste d'outils et de cadres. Voilà, et j'ai fini. J'entends souvent les gens parler en disant et dire de toute façon, ça ne sert à rien. Moi, ce que je fais au niveau, ça ne sert à rien. Oui, c'est un peu la démonstration qu'on avait voulu faire à Nancy. Dans la première demi-journée, c'était bon, moi, méthodologie, on écrit des bouquins, on fait des trucs, tout ça, c'est bien, c'est sympa, mais qu'est-ce que tu fais, toi, dans ta maison? Et c'est un peu la réponse qu'on avait voulu donner. 0 kWh, 0 € dans ma maison, mètre carré. Et ça, c'est possible. C'est possible. L'an prochain, tout est payé et je n'ai pas eu une pompe à chaleur à 1 €, hein, ni des panneaux solaires gratuits. Ah oui, ce ne sont pas des aides qui. Ah non, plein pot, un peu de crédit d'impôt. Donc, et puis ensuite, comme je suis quand même dans la méthode, on parle de partie prenante, ce n'est pas que le client, moi, c'est entraîner des gens. Donc, on a entraîné 3-4 personnes, on a entraîné une structure, Jean Renaud en a parlé, qui construit pour un EHPAD. Il a dit à l'architecte de l'ARS, c'est comme ça, c'est un ensemble que vous me faites et je veux 0 €, 0 kWh. Je suis dans un syndic dans le sud de la France. On a revendu la loge du concierge où il n'y avait plus personne. Il faut mettre des panneaux solaires pour faire de l'eau chaude. On est à Nice, là. Il ne faut pas déconner. On ne va pas mettre une chaudière à gaz à 50 000 €. Et je veux dire, on peut faire du bottom-up. Il n'y a pas que le top-down. Top-down, ça marche. Par rapport. Ouais. Je peux intervenir. Oui, par rapport à quoi ça sert et quelle est ma contribution, l'outillage qui reste à développer pour des systèmes complexes devrait permettre dans le futur de donner le juste poids à une contribution. Les gens ont des idées, font des choses et se demandent en quoi ça va participer à aller dans le bon sens. Eh bien, la modélisation systémique en rapport avec des dimensions valeurs bien identifiées et priorisées va permettre de remettre en perspective. Ces méthodes-là, moi je dis souvent que leur vertu, c'est d'expliciter les leviers, les mécaniques, les logiques.
On a vu dans les présentations, par exemple, dans Savoie Habitat, Amandine a expliqué à un moment donné que pour contribuer aux aspects environnementaux, ils allaient jouer sur le paramètre au taux d'occupation de l'habitat. C'est-à-dire qu'une grande famille dont les enfants vont partir ensuite, vont quitter le logement, on va avoir une famille qui se restreint et qui va occuper une certaine surface. Donc il y a une logique de solution qui s'appuyait sur l'occupabilité ou voilà, du logement. C'est intéressant ça, c'est nouveau. Si on le modélise et qu'on le met en perspective et qu'on fait les multiplications adéquates avec les populations concernées, on va avoir une modélisation systémique qui va dire ah ben, c'est significatif ou pas significatif. Donc la méthode permet de rendre les choses explicites et compréhensibles et manipulables pour prendre des bonnes décisions. Hein. Et si on a les outils adéquats pour simuler l'impact d'un levier valeur, d'un inducteur de valeur sur les différentes parties prenantes, on pourrait clarifier le débat. Hein. Quelqu'un qui attend, parce que chacun voit midi à sa porte. Hein. C'est le principe même des parties prenantes et de l'écoute des parties prenantes. On part du principe que chacun a sa hiérarchie de valeurs à soi et va vouloir prioriser des choses, mais quand on les met dans le tout, avec une vision globalisée, ça donne quoi, hein. Une personne qui ne pèse en représentativité de population que 3%, elle va bien comprendre, si on rend les choses explicites, qu'elle va peser moins que une part de la population de 40% touchée par un progrès. Et cette vision systémique est modélisée avec la valeur qui donne du sens, ça peut apporter beaucoup, beaucoup dans la clarification des grands sujets. Hein. Merci Patrice. Olivier Monod. Oui, je voulais rebondir sur les échanges en regard non sachant analyse de la valeur et plutôt mobilisé des fois sur des utilisations dans les groupes. Moi, je pense qu'il y a aussi un enjeu, j'allais dire une méthode, plus elle est robuste et large, plus elle fait peur aussi en tant qu'utilisateur sur le côté complexité, le temps à passer. Et mieux elle est ressentie si justement, entre guillemets, on ne voit pas vraiment la méthode quand on utilise. Et je pense qu'il y a un gros sujet dans tous les systèmes de pilotage, et par l'interface on-machine, en gros, de cacher tout ce qui est compliqué derrière par quelque chose de très simple et de très visuel et très intuitif. Réduire la checklist. Voilà. Et je pense qu'il y a un gros enjeu aussi sur des méthodes comme ça, justement de ne pas les simplifier, mais de les habiller d'une couche de plus, de trouver justement, et peut-être que justement l'aspect de durabilité qui fait plus sens à tout le monde finalement, et qui peut être plus un dénominateur commun, ça peut être le bon levier, je trouve, pour justement réhabiller un petit peu ça et donner une porte d'entrée pour les utilisateurs qui fassent moins peur, je pense aussi. Parce que je suis à peu près certain qu'il y a aussi ce levier-là qui fait qu'on va aussi aller vers une solution plus sur étagère et qui finalement répond moins bien. Mais parce qu'on se dit, bah, allez, on fait 3 réunions, hop, on a notre sortant, on a notre feuille de route, on est parti. Plutôt que de se lancer dans une grande démarche où finalement, à un moment, on va avoir peur de perdre le fil. Je pense que c'est un vrai sujet du quotidien aussi de ce type de méthode. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. La FIS, les grands groupes, ils me parlent de l'ISO 15280. Moi qui suis issu des PME, PMI, c'est plutôt l'ISO 29110. Parce qu'il y a eu des ouvrages qui ont été faits qui permettent à un gars qui était dans une boîte de 300 personnes de comprendre ce que c'est que l'ingénierie système. 15288, pour moi, pardon Marc. Oula, je ne peux que souscrire. Décidément, on à la FIS. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Et je complète par une autre remarque. On a parlé de valeur je voudrais savoir ce que c'est que la valeur. Enfin, quelles sont les valeurs dans une grande organisation? Est-ce que tout le monde a les mêmes valeurs? Il y a très longtemps, il y a plus de 60 ans, je travaillais dans une entreprise costaud. J'ai vite compris que ce n'était pas pour moi. Et c'est pour ça que j'ai été dans une petite entreprise où on avait la même valeur. Alors, je ne sais pas si... Germain, peut-être qu'il vous a peut-être un petit éclairage. Mais non, mais
pas évident, mais... Non, mais plus les boîtes sont financiarisées, plus elles s'écartent de valeurs définissables par une somme d'humains qui a envie de faire un projet collectif. Ça rebondit. Je ne voulais pas lâcher le mot, mais je vais quand même le lâcher. Et tu m'arrêtes après. Qu'est-ce que vous pensez de l'entreprise libérée? À l'école des mines d'Albi, j'ai un de mes anciens élèves qui a fait une expérience d'entreprise libérée, c'est-à-dire avec pratiquement aucun niveau hiérarchique, hein, pratiquement que la tête, et puis les autres se débrouillent, travaillent ensemble pour le même objectif. Donc tous ces problèmes de valeur me hantent. Mais je finirai ma vie sans savoir la réponse. Mais je le sens. Alors, non, là, je ne peux pas donner d'exemple parce que c'est mettre en cause des groupes, mais je le sens très bien dans le travail que je fais à la FIS, que dans une grosse entreprise, ils n'ont pas la même valeur. Quand je dis à mon petit-fils, il faut que tu fasses de l'ISO 180 et il fait des drones, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais entendu parler, alors que je sais que son entreprise en fait partie. Donc je me dis, il y a des valeurs différentes dans différents secteurs d'entreprise. Donc comment qu'on va pouvoir, sur une valeur développement durable et responsable, comment qu'on va pouvoir arriver à fédérer tout le monde? Je pense que tu en parles bien. Enfin, toi qui me connais. Christophe Gobin, et je pense, pardon, juste un dernier mot, c'est un peu ce qu'il a ressenti à l'hôpital. Mais oui. Je pensais à l'hôpital par rapport à la question qui était posée tout à l'heure sur la méthode. Jean-Pierre Moret. Ouais. Sur la méthode, c'est vrai qu'on a une méthode, mais c'est pas simple. Si on débobine toute la machine, ça fait un peu comme ça. Et à l'hôpital, on a une particularité, c'est que l'opérateur de base, c'est le chirurgien, bac plus 18. Voilà. On a affaire à des opérateurs de base, c'est les médecins traitants. Il y en avait hier au SAMU de l'environnement, donc c'est bac plus 10 et plus. On a affaire à des gens qui moulinent vite. Donc la méthode, ils disent, c'est pas ça. Expliquez-nous les enjeux, qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce qu'on va faire. Voilà. Donc la méthode, pour eux, ce qu'ils voudraient, c'est ce que tu disais, ils voudraient une interface, un truc très simple. C'est comme, voilà, moi je veux piloter la température dans mon je voyais un collègue, il a un petit truc, c'est tout simple. Faut que la méthode apparaisse comme ça, même si en arrière-plan, c'est plus complexe parce que aborder la complexité demande des choses. Il faut que l'arrière-plan et l'avant-plan ne soient pas pareils. Et l'arrière-plan, suite à la communication de Benjamin Cotreau que j'ai écouté dans le train ce matin, je pense qu'il faut même encore complexifier. On a des masses de données qu'on ne traite pas dans l'analyse fonctionnelle et l'analyse de la valeur. Et dans le Lean Six Sigma, on traite ces données. Je pense qu'on a un gisement potentiel, mais il ne faut pas que ça apparaisse pour les gens avec qui on va travailler. On va leur faire peur, on va les faire fuir encore plus. Mais il faut que ce premier plan-là soit simple. Je peux faire un commentaire sur la dimension humaine qu'a développée, parce que c'est particulièrement intéressant dans les logiques de changement. Ce qu'a dit Claude, aujourd'hui chez Airbus, dans la logique de transformation, bon, on a un produit à faire, mais pour le faire, on a une organisation et les employés qui travaillent dans cette organisation, leur point de vue, la dimension valeur et leur point de vue comme partie prenante dans la définition des solutions de demain est prise en compte. Hein. Et donc, ça c'est un levier qui est très, très intéressant à manager d'un point de vue management de projet et management de la valeur. Nous, dans une société aussi importante qu'Airbus, on représente la société. Et les préoccupations environnementales sont premières. Alors, vous pouvez imaginer ce que ça donne sur la définition d'un produit qui est très décrié dans la presse aujourd'hui sur son impact environnemental. Et nous, on dit qu'on a des solutions pour demain pour une solution décarbonée, mais elle n'est pas encore là. Donc, il y a tous ces débats. Et la valeur, le management par la valeur, l'affichage de nos valeurs, de nos priorités et le management de ces valeurs pour rendre l'organisation efficiente et pour développer des solutions de demain, c'est quelque chose qui se met en place, qui est en train de se regarder. Hein. La prise en compte des points de vue des employés, et alors on peut arriver après, en termes de solutions ou d'appartenance à une société, à des contradictions. Si on est en contradiction avec les valeurs de l'entreprise, hein, nous, notre motto chez Airbus, hein, c'est quand même juste pour mémoire et pour montrer que
on veut vraiment, depuis le haut, installer un management par la valeur, c'est we pioneer sustainable aerospace for a safe and united world. Hein, donc, on se comporte en tant que pionnier sur les solutions de l'aérospatial. Hein. Alors, au niveau groupe, c'est les avions et le spatial, mais c'est aussi pour un monde plus sûr et uni. Hein, d'accord? Donc ça se pose là. Hein. Bon, alors Airbus, évidemment, a un motto pareil parce qu'il a une empreinte et un impact sur la société qui est très, très dimensionnant, mais c'est juste pour dire que derrière ça, on a la problématique de décliner ces valeurs qui sont les valeurs, les top priorités, l'affichage des valeurs de l'entreprise, comment ça se décline et ça se cascade au niveau d'un employé chez Airbus. Ça fait partie du value management qu'on essaie de mettre en place chez Airbus. Comme dans Claude Courcel va devoir partir, c'est ça? Oui, je vais devoir, oui, parce que... On vous remercie en tous les cas. Non, mais pas du tout. D'avoir été présent. Non, mais c'est parce que j'ai dit à Jean-Pierre pourquoi. Merci beaucoup. J'ai une madame qui a besoin de... Alors, oui, non, mais c'est priorité à la santé, si c'est ça. C'est une cause de santé. D'accord. Merci en tous les cas, Claude. Jérémy Chapa, il voulait intervenir tout à l'heure. Je voudrais répondre justement à la question de Claude. Oui. Et puis en prenant à ce qu'avait dit Jean-Pierre, c'est vrai que dans les grandes organisations, il y a un manque de sens partagé, et ça à tous les étages. Mais c'est vrai aussi que une démarche proprement conduite d'analyse de la valeur, de management par la valeur, elle va permettre de faire apparaître cette vision partagée. Une anecdote, une très grande banque, on était 2 collègues à intervenir pour construire un schéma directeur sur l'évolution du système d'information. On demande quels étaient les axes stratégiques de la banque au directeur général. J'ai dit, mais c'est sur notre site, on regardait sur les documents de communication, etc. On regarde, monsieur, là, les patrons à perdre, et on trouve des choses incohérentes qui étaient dans le site et entre les documents, les comptes rendus annuels, etc. Alors, on a fini par interviewer une dizaine de personnes à différents étages. Ça nous a pris plus d'1 mois pour pondre une liste de 10 axes stratégiques qu'on a proposés au comité directeur, qui l'a validé, tel quel. Ce n'était pas ce qui était affiché sur les... Vous avez fait le job d'un comité de mission. Pardon? Vous avez fait le job d'un comité de mission. Oui. Vous avez agrégé finalement des avis pour essayer de dire à des personnes importantes, celles-là, quelle serait votre mission d'entreprise si vous étiez, vous, collaborateurs, les décideurs d'entreprise. Bon, il y a peut-être une distorsion par rapport aux décideurs finaux, parfois actionnaires. Mais finalement, vous avez fait une sorte de comité de mission. Enfin, moi, c'est marrant, c'est dans l'intervention précédente, il y a eu une bifurcation de vocabulaire pour passer de la valeur à les valeurs. C'était intéressant, hein, la langue a fourché. Et je pense que finalement, on tient un peu le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, comment la boîte définit sa mission et ses valeurs. Et c'est la définition de sa mission, ses valeurs, qui effectivement va faire des axes de déclinaison, des calages d'indicateurs les plus simples possibles, autant que faire se peut. Et ensuite, il y a toute la tripaille qui se fait au niveau métier derrière. Mais on voit bien que l'exercice, il est simple quand ça a été traité, extrêmement complexe quand l'entreprise fait semblant de vouloir les traiter, donne des motos un peu fluffy, comme disaient les Anglais, en disant qu'on va sauver le monde, etc. Enfin, quelle est la mission de Patrick Pouyanné? Voilà. Quelles sont ses valeurs? Je ne sais pas. En tout cas, bonne chance sur la création de valeur. Voilà. Donc, c'est pas l'endroit où il faut s'exprimer. Tout à l'heure, vous disiez, Germain, que là, aujourd'hui, les entreprises sont conscientes que celles qui vont y arriver, c'est celles qui agissent, celles qui font, pas celles qui ne font pas. Alors justement, est-ce que celles qui font, elles font esbrook ou elles font vraiment? Est-ce qu'elles font semblant ou est-ce qu'elles font vraiment? Moi, je ne vais pas vous donner un non, avis. Sans donner Non, je ne vous donne pas un avis, je vous donne des faits. Ouais. Plus les boîtes sont financiarisées, c'est très clair, plus elles s'achètent du temps à dire qu'elles font sans faire. Enfin, je veux dire, il faut quand même acheter un choc. Financiarisé ou intrinsèquement très carboné et très difficile à décarboner. Ou très difficile à décarboner. Mais c'est une manière de s'acheter du temps en disant qu'on ne sait pas faire parce qu'il faudrait remettre en cause le modèle. Enfin, je veux dire, on a parlé de Mustela, mais tout bien, mais Mustela peut se le permettre parce que ça n'a fait que 10% de son business modèle. Très bien, si une boîte, il s'agit carrément de se nécroser pour pouvoir, on est dans du Schumpeter au bout du bout, quoi, la destruction de l'entreprise. S'il faut se couper plus qu'un bras et carrément disparaître pour pouvoir renaître,
Aujourd'hui, la plupart des boîtes ne sont pas prêtes à faire ça. Et certaines sont, il faut dire les choses, aujourd'hui, il y a des boîtes qui ont des valeurs extrêmement importantes, mais qui, avec les lunettes de la lecture de durabilité, sont des actifs potentiellement échoués dans peu de temps, quoi. Et de l'analyse de la valeur. C'est les mêmes. Christophe Urbain. Oui, moi je pense qu'il faut qu'on revienne quand même à la notion d'individu et du rôle de l'individu. Oui. Moi, je suis quand même surpris. Moi, en France, je ne sais pas ce qui se passe à l'étranger, que beaucoup de gens ne raisonnent que par rapport à la doxa. Et je pense qu'en particulier, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas se remettre en cause, ni engager une situation un peu inconfortable par rapport à son voisin. Si je prends le domaine des constructeurs, les constructeurs préfèrent mieux avoir un règlement de l'administration centrale imposé que de proposer des méthodologies pour justifier leur performance. Et ça, ce point de la doxa, je pense que c'est quand même un mal endémique de toutes les boîtes. Et à tout niveau. Enfin, je parle sous contrôle. Germain. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, c'est vrai. C'est vrai à 95% du temps. Il ne faut pas non plus être trop pessimiste. Il y a des entreprises, des entrepreneurs qui prennent des caps différents, hein, tout de même. Hein. Oui. Je vois, vous étiez dans la construction, c'est ça? Dans la construction, il y a quand même parmi les gros pollueurs, enfin, les cimentiers représentent quand même 12% du CO2 mondial. Hein. Vous avez des cimentiers qui restent à défendre leur position classique, qui ne bougent pas. Et puis, vous avez un Français qui s'appelle Vicat qui se bouge. Oui, tout à fait. Familial. Et les familles. Et la perdre. Et pourquoi est-ce qu'il bouge? Parce qu'il sait s'inscrire sur le temps long et que dans l'historique de la famille, comme dans d'autres, dans le bouquin familial de quelques centaines d'années, des destructions créatrices, entre guillemets, il y en a eu d'autres. Il y a eu des presque morts avant de pouvoir revivre. Donc, c'est des boîtes qui, dans leur vie, elles peuvent, entre guillemets, en logique patrimoniale, se permettre de la destruction créatrice, un re-questionnement du non-paiement de dividendes, etc. Schumpeter pur, quoi. Ce n'est pas le cas je reviens sur le sujet des boîtes financiarisées, ce n'est pas le cas des boîtes financiarisées. Si vous dites, écoutez, vous savez quoi, pendant 5 ans, Walou, pas de dividendes. Il n'y a plus personne. C'est une chambre de directeur général. Ok, mais pour rester quand même dans le domaine de la construction, les bétonniers sont décrédibilisés. Par contre, vous avez les gens qui posent la filière bois et qui sont les mêmes conneries que les bétonniers. Tout bois, tout bois, tout bois, et puis le lobbying pour faire tout bois. Tout ça, ce n'est pas des remises en cause personnelles. Non, mais je pense que le problème de valeur, c'est aussi un problème de sens personnel. Et on parlait du transport tout à l'heure. Patrice Kender parlait de l'aéronautique. C'est bien, c'est vrai. L'aéronautique a peut-être une réputation un peu à refaire. Mais le transport maritime, est-ce que vous avez entendu parler de cette anecdote, et j'espère pas être le seul à le connaître, sur le fait que si on enlevait les 25 plus gros cargos mondiaux qui naviguent sur nos flots, on diminuerait pratiquement presque d'un quart la pollution mondiale. Est-ce que vous connaissez non, les plus gros paquebots, hein. Attention, hein, sont des paquebots, je ne sais pas si vous connaissez le transport maritime, mais même moi j'ai vu des photos de ces paquebots, même dans mes cauchemars les plus profonds, je n'ai jamais imaginé une taille pareille. C'est-à-dire que c'est gigantissime. C'est des machines qui sont obligées de tourner 24 heures sur 24, on ne peut pas les arrêter. Les croisières, là. Ah, les croisières, non, le transport. Les porte-containers, mais c'est colossal. Alors, bon, après, je mets peut-être un pied dans la fourmilière, mais voilà, on parle du transport, voilà. Après Marc. Non, je ne sais pas si quelqu'un... J'ai beaucoup parlé, déjà. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir à ce que tu viens de dire. Marc, vous avez la parole, allez-y. Bon. Alors, comment réagir à ce que tu viens de dire? Je ne sais pas si c'est vrai. Voilà, je ne la connaissais pas, mais ce qu'il faut... Voilà. Quand bien même ce serait vrai, je vais parler comme un ingénieur, hein, je suis désolé, mais quand bien même ce serait vrai, qu'est-ce que ça veut dire comme décision à prendre? Est-ce que ça veut dire qu'on les supprime et on n'en parle plus? Ah oui, non, oui, bien sûr. Après,
voilà. Et donc, en tant qu'ingénieur, on se dit, bon, mais oui, mais ces conteneurs, ils remplissent quand même une fonction. Ces porte-conteneurs, pardon. Ils remplissent quand même une fonction. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On supprime la fonction et on supprime le service qu'assure cette fonction en même temps que le moyen. Et donc, on accepte que, eh bien, désolé, ces conteneurs-là, ils ne vont plus se déplacer du point A au point B. Ou alors, ça veut dire, eh bien, OK, on arrête de les transporter de cette façon-là et on trouve une autre façon. Et en fait, ce qu'il va falloir comparer, c'est toutes les alternatives pour les remplacer, ces porte-containers, et dans le cycle de vie complet, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir les produire, les développer, avoir les matières premières, les générer, et puis il va falloir démanteler les porte-containers, les 40 ou les 25 porte-containers en question. Donc c'est ce bilan-là au global qu'il faut faire. Et donc c'est là où l'ingénierie système, quelque part, va essayer d'éviter les raccourcis. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut les conserver, je dis juste qu'il faut regarder le problème dans sa globalité. Et que ce n'est pas si évident que ce soit la plus mauvaise façon de déplacer les conteneurs du point A au point B. C'est tout ce que je dis. Vous avez l'air très dubitatif. C'est dubitatif parce que là, on s'attaque à un problème dont les parties prenantes sont pas autour de la table. Donc le problème, il n'y a pas de solution. Cet exemple-là me paraît contre-productif. Okay. Alors, je ne dis pas qu'il faut le régler entre nous, là. Je dis juste qu'il faut, pour le régler, voilà, prendre un certain point de vue global. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est que ce type de réflexion, on l'a dans tous les comptoirs. Oui, c'est vrai. Donc, sur quel que soit le sujet, donc on peut très facilement dire, voilà, c'est une ânerie, ça ne sert à rien, on fait ça. Il faudrait que. Par contre, il y a a la réponse de Marc, c'est là où elle est intéressante, c'est qu'elle dit oui. On peut très bien dire oui, on supprime, mais qu'est-ce que l'on met à la place? Oui, qu'est-ce qu'on met à la place? Et est-ce que le besoin. Olivier Bonneau, spécialiste du transport. Ouais, alors du coup, pas du tout maritime, donc je n'avais pas non plus en fait le coup d'effet. Je trouve que moi, je trouvais l'illustration intéressante, pas sur spécifiquement ça, mais sur ce que ça peut donner. C'est que je trouve qu'il y a effectivement deux choses en plus qui ressortent beaucoup pour attaquer ces sujets. C'est ce qu'on a dit dans toutes les présentations, c'est qu'effectivement, si on veut avoir des effets et des impacts, il faut mettre de l'énergie et du temps pour bien analyser, mais ça veut dire qu'il faut le prioriser sur les sujets où on a compris qu'il y aurait un gros effet si on trouve les solutions. C'est-à-dire finalement, en cartographie, on se rend compte qu'en s'attaquant à juste un des trucs, mais qui va être très compliqué, mais celui-là, si on arrive à le solutionner, on a un impact gigantesque, bah, ça veut dire qu'il faut y mettre des moyens, de l'énergie, peut-être des postes à refondre, des fiches de postes à créer, enfin, vraiment faire en sorte que ça soit quelque chose qui donne du sens et qu'on s'y adapte. Je pense que ça, c'est hyper important et ça rejoint ce qui était vu dans les méthodes et la logique de hiérarchiser, de donner de la visibilité. Et l'autre sujet, ça fait quoi ce que tu dis, Philippe, sur les discussions de comptoir? C'est un truc tout bête, mais sur ce genre de sujet, il y a aussi ça qui va être à combattre dans des fois les fausses images qu'on a d'un problème qui paraît évident à tout le monde et qui en fait n'a pas vraiment les impacts qu'on pressent. Et je pense qu'il faut aussi être capable d'être pédagogue quand il y a des sujets qui remontent du terrain ou d'autres personnes qui disent mais ça, vous n'êtes toujours pas attelé alors qu'on sait que c'est un gros problème dans l'entreprise. De prendre le temps de savoir pourquoi ce truc-là, il prend tellement d'ampleur dans les discussions et de pouvoir aussi expliquer pourquoi on n'a pas fait certains choix. Parce que je pense qu'on a beaucoup parlé de la trajectoire qu'on veut donner. Je pense que c'est presque aussi important d'expliquer ce qu'on laisse, ce qu'on abandonne ou ce qu'on mobilise moins, que ce sur quoi on met de l'énergie. De vraiment donner la vision complète en disant ça, oui, c'est un sujet, mais c'est peut-être pas si grave que ça et on le traitera plus tard. Ouais, très court, je pense que là où le côté entrepreneur ou accompagnement des entrepreneurs, là où je pense que vous avez une vraie valeur ajoutée pour vous, experts d'analyse de la valeur, comme je le disais dans mon intervention, les entrepreneurs et ceux qui sont sincères, qui ont envie d'embarquer vers effectivement ces démarches d'amélioration, ils sont paumés. Ils sont perdus. Ils ne savent pas par quoi commencer. Et je pense que c'est apaisant d'avoir des professionnels comme vous pour leur rappeler quelques ordres de grandeur. Est-ce qu'ils pèsent 25% de la pollution mondiale ou 2,5 ou 0,25 ou je ne sais quoi? Voilà. Et est-ce qu'à l'intérieur de leur entreprise, il faut commencer par un site, faire du multisite, s'occuper de l'or, de l'eau, de l'énergie, du social, de la gouvernance, etc. Bref, rappeler les ordres de grandeur. Et
repositionner, entre guillemets, avoir une analyse de l'entreprise ourpi et torpille, de quoi on parle, et ensuite de dresser des priorités. La panique des entrepreneurs actuellement, c'est j'ai plus d'air, je comprends qu'il faut que je fasse tout. Non, il ne faut pas tout faire. Hein. Il faut commencer à faire des choses qui vont plutôt dans le bon sens, dans le moins mauvais sens si possible. Et on va commencer, si ça ne vous dérange pas, sur une tendance 2024-2050, on va commencer par l'année 2024. En 2024, eh ben, en fait, les priorités qui se présentent à nous, qu'il est possible d'ordonner, et bien d'organiser, c'est pas tout, à trop embrasser, on va mal étreindre, c'est telle ou telle priorité. Alors, ça va être, est-ce que c'est bleu, du S, du G, du ci, du ça, du là. Et la grille d'analyse, qui est le sujet de la valeur, c'est la bonne grille d'analyse. Puisqu'en fait, elle ne vient pas de vous, elle vient quasiment, en logique neurolinguistique, elle vient quasiment de l'entrepreneur lui-même qui dit voilà ce que j'ai défini comme étant mes priorités des valeurs, et vous allez m'aider à les déchiffrer, à les décrire. Et je crois qu'il faut arriver à aider ces gens-là à prioriser. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Je pense que vous avez un rôle de pompier intéressant vis-à-vis des entrepreneurs pour leur dire il vous semble que vous êtes paumé, que vous n'avez pas par quoi commencer dans cette thématique d'impact, des croissances, on peut dire comme on veut. Et je pense que dans les ordres de grandeur et dans les priorités, je pense que ces entreprises-là, celles qui sont sincères et qui ont envie d'embarquer, je pense que celles-là attendent des gens comme vous parce que se fier uniquement à telle et telle autre direction ou la somme de tout, ça fait en général plutôt des non-décisions. Donc, on peut dire que vous avez enfoncé tout là-dessus. Hein. Franchement, si vous n'avez pas compris le message. Et je rajouterais, vous parlez d'entreprise, au niveau d'un projet, je pense qu'au niveau d'un projet ponctuel, la première chose à faire, c'est pas de dire comment je vais faire le meilleur projet au niveau des ressources, mais c'est est-ce que mon projet est pertinent sociétalement au niveau de mon territoire. Et cette notion de pertinence, ce n'est pas de la faisabilité, ce n'est pas l'étude d'impact, c'est la mise en relation des finalités que le décideur a quand même quand il lance un projet. Il y a quand même une idée préconçue, quand même, ça ne sort pas de nulle part. Donc cette idée-là, il faut la confronter à une grille d'analyse de sa pertinence sociétale. Alors, dans la même idée, et merci de mettre en évidence les avantages de la méthode. Hein. Cette méthode, en fait, quand on prend un sujet, moi j'appelle ça reformuler, on va se poser deux questions. De quoi on parle, donc définir le système, hein, et quels sont les enjeux. Et quelles sont les mécaniques architecturales du système en jeu qui expliquent le lien entre le système d'intérêt et les enjeux. Et cette reformulation, cette explicitation et cette remise dans la juste perspective, c'est très, très puissant. Hein. L'analyse de la valeur vue de cette façon, c'est une clé assez universelle qui outille le sens critique, hein, à savoir, par exemple, discussion de comptoir, 10 bateaux polluent. Bon, si on passe la grille d'analyse valeur et systémique, on peut replacer le sujet et bien le repositionner. Voilà. Ok, Patrice, merci beaucoup. Oui, mais juste là, c'est pas la perspective, c'est en quoi ça apporte une amélioration et pas une dégradation de l'état existant préalable. Ce n'est pas un problème de l'idée est bonne ou pas bonne. C'est cette idée-là, ce qu'elle apporte sociétalement, un but. Alors, à quoi elle sert? Mais c'est pas est-ce que c'est bien, c'est à quoi ça sert? Ça sert. Alors, ça ne demande pas de la technologie, ça demande du bon sens et de la réflexion à un niveau. Bon sens, alors. Jamie Chaffay. Je voudrais quand même qu'on revienne qu'on touche quand même du doigt les limites de la méthode, des méthodes d'une façon générale, et ce à quoi on se confronte aujourd'hui, c'est que dans nos démarches, il faut qu'on identifie le décideur, l'instance décisionnelle. C'est un homme, c'est un comité, c'est tout ce qu'on voudra, et pour avoir le sens du projet, etc. Et là, sur cette brève de comptoir, c'est qui le décideur? Il est mondial. Et à qui on s'adresse? À des entités qui sont un transporteur, un gouvernement. L'histoire de Pouyanné, de ses déclarations au MEDEF, qui est-ce qui pose le problème? Le GIEC, en disant, voilà, tout le monde est d'accord sur le problème, mais le problème, il est décidable par qui? Une instance multinationale, internationale. Et qui est-ce qui s'emparerait du problème? Un gouvernement français, un patron de boîte pétrolière. Et le résultat, ben, voilà, c'est qu'il n'y a pas de...
il n'y a pas de concordance entre la possibilité d'agir et le problème qui nous est posé. Et on se trouve dans la complexité que les sociétés humaines ont créée et qui n'est pas maîtrisée par un gouvernement. Alors, si je peux, juste un point par rapport à la prise de décision. Je vois des gens qui sourient, je parle trop, mais bon. Par rapport à la prise de décision, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est juste, 2 secondes, c'est que la prise de décision, elle est en dehors, de mon point de vue. Le but de la démarche, c'est pas de prendre la décision à la place d'eux, c'est de mettre sur la table les éléments pour permettre la décision. Et pour comprendre sur quoi se baser, quels sont les tenants, les aboutissants. Mais la décision, c'est pas appuyer sur un bouton, et c'est pas le but, c'est pas la volonté de se dire on rend la décision automatique. C'est juste mettre sur la table les alternatives. Très bien. Merci beaucoup, Marc. Je vous remercie tous pour votre participation. On va laisser le mot de la fin à Philippe Ramis, président de la FAR, qui a tout écouté ce qu'on a dit et qui a analysé tout ce qui s'est fait pendant ces 5 demi-journées et qui a des choses intéressantes à nous dire. Donc, je suis sûr, il a le cerveau qui fume. Oui, bon, en tout cas, merci à tous pour ces contributions. Alors, je ne vais pas refaire de la redite, je vais essayer d'être synthétique. Moi, ce que je retiens, tout ce qui s'est dit dans ces différentes journées, je vais essayer d'identifier 6 points. Alors, moi, j'en ai identifié 6 qui me semblent importants, et dont les démarches, de la valeur, le système, tout ce qu'on a évoqué ont un vrai intérêt. Le premier point, c'est savoir prendre le temps en amont de poser le diagnostic, de le co-construire, de le partager, s'employer dans le diagnostic, qui passent beaucoup de temps à faire des études, des contre-études, et c'est bien de quoi j'ai besoin, quelle information j'ai besoin pour prendre quelle décision, à quel moment, et quelles incertitudes j'accepte d'avoir pour l'instant, quitte à approfondir. Là, on a vu aussi que l'IA peut nous aider, le traitement de la donnée, le traitement de l'information, ça permet d'alimenter. Donc, c'est bien identifier ces éléments et pouvoir le partager avec l'ensemble des parties prenantes. Parce que si on n'a pas ce partage, justement, on peut chacun sa vision un peu partagée, différente. Donc, c'est déjà avoir un consensus sur le diagnostic. Bon, bien évidemment, on va définir les besoins, ça c'est le b.a.-ba de la démarche analyse de la valeur. Mais pour moi, ce qui est important, c'est d'identifier à différentes visions temporelles. Donc, c'est une vision, se donner une vision cible, parce que c'est où on veut aller, en tout cas où on veut être, indépendamment du cheminement, mais quel contexte on veut avoir à la fin. Et là, on est capable peut-être d'être un peu plus dans des ruptures, on évite les tensions personnelles du lendemain, donc moi, ça dépend. Quand on se projette, ça désinhibe un peu les personnes et on est capable de se projeter un peu plus. Et derrière, c'est de dire, c'est quoi les projets, mais le projet, c'est pas moi, je fais un aménagement. Le projet, c'est dans quel sens, c'est le sens de quel service je veux apporter, quel programme. Quelle mission pour l'entreprise je veux apporter, c'est quoi mes missions, c'est à quoi je sers et à quoi va servir ce que je recherche. Et derrière, donc bien identifier ces notions de priorité, la loi des 80-20, qu'est-ce qui est efficace assez rapidement, qui me permet de revenir plutôt sur le moyen terme, sur quoi j'engage mes priorités, quelles sont les premières actions qui vont avoir les premiers effets et qui vont commencer à créer la dynamique. Puis bien évidemment, le court terme, c'est concrètement qu'est-ce que je fais demain. Une fois qu'on a identifié ces 3 horizons, et c'est bien en ayant une perspective, c'est toujours pareil, c'est quand on veut aller à un endroit, si on sait pas si on veut aller à Lille ou à Madrid, on risque de partir dans le mauvais sens. Une fois qu'on a bien défini tout ça, c'est peut-être le 3e point qui me semble important, ça fait partie des démarches de valeur, c'est ouvrir le champ des possibles. Donc, c'est toujours re-questionner. Et ça, c'est notre rôle à chaque fois. C'est toujours, mais est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Pourquoi vous dites ça? Toutes ces idées reçues, les préconçues, donc comment on peut recasser ça sans repartir de la page blanche? Quelquefois, si, on a besoin de repartir de la page blanche, sans poser les questions. Mais à chaque fois aussi, de se dire, attention, il n'y a pas une solution miracle, ce n'est pas la solution.
Chaque solution est adaptée au contexte. Voilà, Jean-Pierre nous a expliqué comment faire du 0 kW. Il y avait Jean-Pierre et Jean, chacun ont fait leur expérimentation, mais chacun avait des contextes, des situations complètement différentes, et les solutions étaient différentes. Donc aussi, partir de la solution, alors l'auto électrique, je ne vais pas rentrer dans tous ces débats, mais aussi d'accepter qu'il y a, chaque situation a une solution. Et peut-être même se dire, ce n'est pas forcément une solution, c'est souvent une combinaison de solutions. Voilà, j'isole d'abord, je mets ma pompe à chaleur, je mets le photovoltaïque. C'est voilà, tout un dispositif. Donc, et peut-être dans des temporalités différentes, et se dire, j'ai un panel de solutions, et la solution unique qui va tout résoudre, à mon avis, elle est pas. C'est souvent ce qu'on a, que le politique aussi aime bien avoir, parce que c'est plus facile, c'est plus communicant. Donc, il faut aussi avoir cette humilité de se dire, il faut agglomérer tout ça. Et peut-être savoir renoncer à certaines choses aussi. Accepter de dire, ça, j'accepte de ne plus faire, parce que ce n'est pas dans mes valeurs, parce que ce n'est plus, ça n'apporte rien. Il faut aussi décider de couper les branches à un moment donné. Je pense que ça fait partie aussi de ces réflexions. Le quatrième point, une fois qu'on a défini tout ça, ce que disait Olivier, c'est comment on met en œuvre. C'est accompagner dans cette mise en œuvre. Et là, différents champs, il y a lever les freins, traiter l'humain, parce qu'on rentre plus dans le facteur humain, dans l'accompagnement, dans la sensibilisation. Ça nécessite de convaincre, d'écouter aussi, de partager, de converger, de co-construire. Toutes ces terminologies, voilà, c'est peut-être des vocabulaires qui sont souvent, mais accepter aussi de temporiser, d'attendre que les gens mûrissent. Il faut trouver le bon équilibre. Et donc, accompagner vraiment cette transformation. Le cinquième point, pour moi, c'est comment on pilote. Parce qu'une fois qu'on a défini, c'est quels outils. Alors, le 5 peut venir avant le 4. Hein, mais et là, on a parlé beaucoup des indicateurs. Quels critères, quels sont les indicateurs qui me permettront de mettre en œuvre mon projet, ma démarche, ma conduite du changement. Là aussi, hein, la difficulté, c'est de trouver des bons indicateurs plutôt simples. Attention de ne pas rentrer dans l'usine à gaz, soit exploitable, qui soit aussi pareil, communicable, en tout cas que tout le monde partage. Et avec derrière, bien évidemment, un vrai pilotage, parce que pas de se dire pas les indicateurs, mais c'est comment on est capable de les mesurer, de donner des objectifs, une notion de Criniflex, hein, quel niveau de performance j'attends sur ces indicateurs et qu'est-ce que je m'autorise éventuellement de ne pas atteindre et jusqu'à quelle hauteur. Et puis, bien évidemment, dans ces notions de pilotage, savoir rester agile. Donc, l'agilité, on a très peu parlé, mais ça reste des sujets qui sont aussi intéressants, qu'il faut intégrer dans nos démarches pour pouvoir s'adapter dans le contexte, aux situations, aux événements, aux aléas. Donc, ça aussi, c'est une façon d'être aussi qu'il faut arriver à garder. Et puis, le dernier point, pour moi, c'est bien entendu maintenant, il faut y aller. Allons-y. C'est bien une fois qu'on a dit tout ça. Et ce que j'ai compris, c'est que on peut y aller à titre individuel. Je le fais déjà. Je montre, j'entraîne, j'emmène mon voisin, mes amis, ma famille, et puis je crée cette dynamique. Donc là aussi, je pense que tout le monde est acteur et tout le monde peut aussi se dire je n'ai plus à attendre. Oui, il y a chacun à son niveau des choses à faire. Et la notion de bottom-up, voilà, emmener la dynamique par le bas. Oui, c'est beaucoup plus lourd, ça peut paraître épuisant, mais je pense que c'est aussi gratifiant chacun quand il se lève un matin et dit j'ai aussi créé quelque chose et j'ai des gens qui me suivent, qui adhèrent, qui m'accompagnent, où j'ai apporté quelque chose aussi dans mon environnement, dans mon territoire, auprès de mes poches. Et puis, l'effet boule de neige, on peut espérer par des petits ruisseaux, des petits flocons. Donc, tout ça, je pense qu'il faut aussi croire pour y aller. Voilà, ou si on n'y va pas, après le risque, c'est ce qu'on accepte de mourir. Hein. C'est peut-être l'enjeu. Le terme mourir, chacun le prend à son sens, mais pour une entreprise, pour un projet, pour l'humanité, on pourra se poser cette question. Voilà, en synthèse, je ne m'étends pas plus. Pour côté AFAB, les prochains rendez-vous
On va essayer de reprendre les webinaires. Certains ont pu déjà y participer. Donc, l'objectif des webinaires, c'est de façon régulière aussi de partager des expériences, des petits retours d'expérience, comme on a fait, de façon un peu plus concrète, dépendamment des débats qu'on a fait, qu'on a pu avoir. Bien évidemment, par rapport à tous ces discours, côté AFA, on vous attend. Vous êtes les bienvenus. La porte est ouverte. La campagne d'adhésion des marches, la promotion, n'hésitez pas à rentrer. Et peut-être ce que je vous propose, c'est que pour tous ceux qui sont à distance, si vous pouviez tous allumer vos caméras et on peut essayer de se faire une petite photo de famille. Comme ça nous laisse une petite image globale. Alors ceux qui le peuvent, alors je vous prends de court. Si vous êtes en pyjama, c'est pas grave. Mettez-vous de près. Et on va essayer de vous garder tous. Et j'ai pris ici des personnes qui sont là. Et je voudrais qu'on puisse partager. Alors, il n'y a pas que ceux qui étaient là, il y a d'autres personnes, beaucoup d'autres personnes qui étaient présentes également dans les autres demi-journées. Mais symboliquement, ce serait bien qu'on puisse garder une image de cette participation de l'ensemble. Eh bien, merci. Alors, dernier sourire, allez-y, et c'est bon. Achille. Félicitations, bravo. Merci beaucoup pour cette richesse. Merci. Effectivement. Et à très bientôt. N'hésitez pas à revenir vers nous et à apporter vos contributions. Et j'espère que ce qu'on a produit pendant ces 3 jours vous apporteront aussi quelques éléments, soit de réflexion, soit d'aide à l'action pour le futur. Merci à tous. Merci, bravo. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir tout le monde.